Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, l'hiver approche et la question de la perte de chaleur dans nos habitations se pose. Un forum Éco-Habitat s'est tenu à Juilly-en-Josas pour obtenir quelques conseils. La faune sauvage est parfois bien cachée dans la forêt de Champ-Garnier. Pour la découvrir, une balade était proposée au début du mois par l'association Ville Verte. Nous y avons participé. Mais tout d'abord, un nouvel établissement scolaire a ouvert ses portes ici à Guyancourt. Les écoliers de Jean Lursa et Elsa Triolet sont dorénavant dans une école à haute qualité environnementale. Visite guidée avec Catherine Zulato et William L. Une façade tout en bois, 2 grandes fenêtres dans les classes et un toit végétalisé pour réguler la chaleur. Voilà à quoi ressemble la toute nouvelle école Lursa Triolet à Guyancourt, ouverte depuis ce lundi matin. L'établissement scolaire reçoit 10 classes de primaire et 6 classes de maternelle. Il est classé HQE, haute qualité environnementale. C'est d'abord un projet technique avec des matériaux nobles de qualité. 70% de l'école est en bois. Une gestion également centralisée des équipements avec la régulation du chauffage, la régulation de la qualité de l'air, de l'humidité. Et également un projet managérial, c'est-à-dire que ça a pu mettre l'ensemble des services de la ville autour de la qualité environnementale et dans une démarche projet. Un axe particulier a été porté sur la lumière. Par exemple, des puits naturels ont été réalisés. Le facteur lumière-jour, comme on dit, est d'importance, et notamment la haute qualité environnementale, nous oblige à être vigilants là-dessus. Ensuite, toutes les lumières non naturelles sont amenées avec des sources d'énergie les moins consommatrices possibles, avec des régulations que l'on obtient à l'aide de la GTB, gestion technique du bâtiment, ou gestion technique centralisée. Tout ça, c'est régulé par des automates, donc on essaye de perdre le moins possible d'énergie et d'avoir un niveau d'éclairement le plus optimal possible. Objectif, une réduction de 30% de la consommation. Coût de cette nouvelle école, dont le chantier avait démarré il y a 14 mois, 13 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros de subventions versées par le Conseil général et le Conseil régional. L'école HQE est 15 à 20% plus chère qu'un établissement classique, un surcoût amortissable en 10 à 15 ans. Quant à l'ancienne école, elle sera déconstruite. À la place, 150 logements mixtes. Les travaux vont démarrer début janvier 2015. Les éco-gestes, ce sont ces petites habitudes à adopter pour faire des économies d'énergie. Des gestes un peu anodins, mais qui peuvent faire beaucoup. Pour nous les faire découvrir, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin lance un défi. Nous sommes avec Laurence Mondon, la responsable du défi Famille à énergie positive. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le but de ce défi? Alors, c'est réduire sa consommation d'énergie de 8% à la maison, en faisant des gestes simples et surtout sans investissement et sans perte de confort. Qui peut participer à ce type de défi? Alors, un foyer. Tous les foyers du Sud-Yvelines peuvent participer. Alors, foyer, ça peut être personnes célibataires, pacsées, avec ou sans enfants, voilà, tout foyer constitué. Vous parlez de foyer, on parle de maison, d'appartement? Les deux, que ce soit en appartement ou en maison individuelle. L'important, c'est d'avoir la possibilité de voir ses compteurs pour pouvoir faire les relevés. Au niveau des dates, est-ce que vous pouvez me dire le déroulement? Oui. Alors, premier relevé, 1er décembre. Et dernier relevé, le 30 avril, avec des relevés intermédiaires bien sûr, mais c'est les deux relevés qui vont jalonner le défi. Au niveau des inscriptions, ça se passe comment? Alors, sur le site internet, Famille à énergie positive, et il y a une grande carte de France avec toutes les régions qui participent au défi qui sont représentées. Et on va avoir l'Île-de-France qui est représentée avec le Sud-Yvelines. Est-ce qu'on peut parler d'épreuves pour ce défi? Alors, ce n'est pas des épreuves, c'est pouvoir tester des éco-gestes qui sont connus de certains, pas connus, qui sont ignorés d'autres, que l'on croit anodins mais qui font beaucoup d'économies d'énergie. C'est pouvoir les tester à la maison et mesurer un petit peu leur impact grâce au relevé. Et donc justement, on parle de ces éco-gestes. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ces gestes à adopter? C'est très simple, c'est éteindre la lumière quand on quitte une pièce, prendre une douche de 5 minutes si possible, changer peut-être ses lampes si on a des lampes qui consomment beaucoup, mettre un couvercle sur la casserole pour dépenser moins d'énergie pour chauffer le repas,
Voilà, plein de gestes qui sont assez simples et qui sont tous répertoriés dans un petit livret qui est en fait le guide des 100 éco-gestes que chaque famille aura, chaque foyer aura tout au long du défi, pour consulter tout au long du défi. Justement, nous sommes ici dans une cuisine. Est-ce que vous pouvez me montrer quelques éco-gestes? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour le réchauffer un repas, il est plus intéressant d'utiliser le micro-ondes que d'allumer le four classique traditionnel qui va consommer plus d'énergie. Le four à micro-ondes va consommer moins d'énergie pendant moins longtemps. Autre petite astuce, c'est par exemple les multiprises à interrupteurs. Lorsqu'on n'a plus besoin de l'équipement, donc par exemple le micro-ondes qui reste avec une petite veille, si on éteint la multiprise, eh bien il n'y a plus la petite veille. Donc c'est des petits gestes d'économie d'énergie qui vont permettre, eh bien, en cumul, de réduire sa facture d'énergie. Autre petite astuce, il existe des petits appareils qui s'appellent des mousseurs et qui vont permettre de réduire la pression de l'eau, le débit de l'eau. Donc c'est juste des petits équipements à installer sur les robinets afin de... La sensation du débit d'eau reste la même, par contre si on mesure, il y a moins d'eau qui s'écoule. Autre petite astuce, c'est de laisser toujours le mitigeur sur la position froid, comme ça évite de tirer de l'eau chaude alors qu'on n'a pas forcément besoin de l'eau chaude. Par exemple, pour se laver les mains, on peut se laver les mains à l'eau froide. Alors l'objectif, c'est 8% d'économie d'énergie dans le cadre du défi. L'année dernière, par exemple, les 55 familles qui ont participé sur Sud-Yvelines, elles ont fait 15% en moyenne d'économie d'énergie. Donc finalement, c'est des gestes qui peuvent aller assez loin. On est, par exemple, diminuer d'un degré sa consigne de chauffage à la maison, c'est à peu près 7% d'économie de chauffage effectuée par degré. Donc il y a eu 55 familles dans le Sud-Yvelines qui se sont présentées, mais en France, c'était 7700 familles qui ont participé au défi. Et donc en moyenne, sur toute la France, c'était 18% d'économie d'énergie. Nous, en Île-de-France-Sud-Yvelines, on a fait 15%. Et on a aussi des participants qui veulent refaire encore cette année le défi en espérant pouvoir continuer à faire des économies d'énergie. Bien qu'elles aient déjà fait des économies l'année dernière, elles pensent qu'elles peuvent encore en faire. Donc c'est vraiment intéressant. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Mondon, pour cet entretien. Je vous en prie. On vient de le voir, il y a les petits gestes du quotidien, mais il y a aussi les grands gestes à faire dans une maison pour réaliser des économies. Plusieurs solutions existent. Direction le forum Ecohabitat de Juilly-en-Josas avec des images de William L. Laine de verre, polyester, liège, des produits naturels comme synthétiques au choix du client. Mais avant tout, il faut prêter attention à l'état actuel de la maison. Il faut tout d'abord commencer par regarder quel est l'état de la maison, s'il y a des travaux importants à prévoir dans la maison ou si c'est simplement une redécoration de la maison que les clients souhaitent faire. Si ce sont des travaux importants, il faut peut-être faire appel à un thermicien pour évaluer effectivement le niveau de déperdition de la maison et pouvoir, reprendre les éléments les plus importants, les plus déperditifs de la construction actuelle. Faire des devis auprès de thermiciens pour établir les capacités thermiques d'une maison et déterminer les principales sources de perte de chaleur. Les fenêtres sont souvent les zones où la chaleur s'échappe le plus fréquemment, notamment le simple vitrage. Mais il n'y a pas seulement les fenêtres. La chaudière ou la toiture peuvent être des pertes de chaleur et d'énergie. Les isolants naturels sont plus onéreux car peu développés, donc les travaux ont un coût. Mais l'État et les collectivités ont mis en place plusieurs aides financières. Ils peuvent bénéficier à la fois du crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc qui résulte de la nouvelle loi pour la transition énergétique depuis le 1er septembre 2014. Ils peuvent bénéficier en fonction des revenus de la prime rénovation énergétique de 1 350 €, du programme Habiter mieux qui est porté par l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et puis il y a aussi l'éco-prêt qui est un prêt à taux zéro. Des aides qui existent depuis au moins janvier 2014. Le crédit d'impôt passé de taux de 15 à 20% à un taux unique à 30%, quels que soient les travaux, fenêtres, chaudières ou isolation. Le prêt à taux zéro permet de bénéficier d'un montant maximal de 30 000 € et sans condition de ressources. Partir à la découverte de la faune sauvage de la forêt de Champ-Garnier et apprendre à reconnaître les traces des animaux. C'était le but d'une balade proposée par l'association Ville Verte, un reportage de Catherine Zoulato, Yolène Torres et Élodie Moine. Alors on pourrait trouver des sangliers, et qu'est-ce qu'ils pourraient nous laisser comme traces ou indices de présence? Comment? Très bien, leurs excréments. Très bien, les excréments ensuite.
Planche photographique avec empreinte d'ongulés, réglette à la main pour mesurer les traces et c'est parti pour 2h30 de balade dans la forêt de Champ-Garnier à Manille-les-Hameaux, une forêt qui appartient à l'Agence des espaces verts d'Île-de-France. Le but, montrer toutes les diversités que l'on peut trouver dans un espace boisé. Les grands animaux, comme tout ce qui est cervidés, vont déposer des traces sur le sol avec leurs pas. Et on peut mesurer avec des réglettes, donc des réglettes en centimètres, la taille de la trace. Et ensuite, essayer de trouver est-ce que ça appartient à un cerf, est-ce que ça appartient à un sanglier, est-ce que ça appartient peut-être à un chevreuil, et ainsi de suite. Donc on va mesurer les empreintes en fonction aussi des planches qu'on a, puisque toutes les empreintes ne sont pas les mêmes. De la diversité parfois bien cachée, à commencer par les oiseaux. Comme le jet des chênes. Les piquets-pêches qu'on entend régulièrement, rouge-gorge qu'on entend beaucoup, les mésanges charbonnières, mésanges bleus. Les pivers, les piquets-pêches, pas forcément visibles à l'œil nu. Par contre, ces oiseaux laissent des traces dans les troncs d'arbres. Une noisette coincée dans l'écorce d'un chêne, c'est leur nourriture. C'est quoi cette bille cette petite bille? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Qui aurait pu faire ça? Un peu plus loin, une excroissance sur une feuille de chêne dans laquelle s'installe une larve d'insecte qui se nourrit de cette boule. La petite boule là, c'était très sympa. La petite boule qui pousse sur la feuille de chêne et qui fait le nid de l'animal, de l'insecte plutôt. Les petits insectes qui se mettent dans les glands là, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on se balade d'habitude, mais il y a plein de vie en fait de partout. Encore un peu plus loin, des empreintes dans la boue. Là aussi, il faut avoir le regard aiguisé, chevreuil ou sanglier, difficile à déterminer. Qui ont 2 ongles au niveau de leurs pattes. Le sanglier a 4 ongles lorsqu'il les pose. On voit la forêt un peu autrement, on apprend des choses, les enfants participent. Non, c'est bien conçu, on a un temps merveilleux en plus. Des empreintes. Des empreintes de quoi comme animal? Il y avait des empreintes de chevreuil ou des empreintes de chevreuil ou cerf. C'était la 4e et dernière visite de la saison. Parce que le roi était à cheval et les paysans devant étaient amenés à ramasser le gibier en fait, qui était attrapé par le roi. Notre magazine touche à sa fin, mais avant de nous quitter, notez ces quelques rendez-vous. Le dimanche 30 novembre, l'Association des naturalistes des Yvelines vous invite à une balade mycologique dans la forêt domaniale de Saint-Germain. Rendez-vous à 9h sur le parking de la piscine municipale de Saint-Germain-en-Laye. Le dimanche 7 décembre, c'est la Ligue de protection des oiseaux de Guyancourt qui vous propose une balade dans le parc des Sources de la Bièvre pour aller à la rencontre des différentes espèces d'oiseaux. Et pour finir, vous pourrez aller à la rencontre des canards et des oiseaux qui passent l'hiver sur le plan d'eau de la base de loisirs de Moisson-Mousseau. Équilibre, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.